Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thomas Liévin et je suis consultant sécurité chez Manica depuis 2017. Euh, j'ai un diplôme en cyberdéfense et sécurité de l'information de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France et j'ai surtout fait jusqu'à maintenant de la sécurité fonctionnelle et principalement de l'ISP. Et je suis accompagné de Régis Kwiatkowski aujourd'hui. Je te laisse commencer, Régis. Régis Kwiatkowski, j'ai rejoint Manica il y a 2 ans en tant que consultant GRC. J'ai 20 ans d'expérience dans la sécurité autour de l'assistance CISO et de l'ISP. Et donc, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'intégration de la sécurité dans les projets. On va revenir un peu dessus pour la définir. Vous apporter une vision un peu générique de la méthodologie qui s'est construite à partir de l'expérience de nombreux consultants, et puis voir un peu comment la mettre en œuvre, vous donner quelques bonnes pratiques, quelques conseils pour garantir son succès dans votre organisation. Alors, si on prend l'objectif principal de l'ISP, qui est donc le traitement du risque, on a notre système d'information avec de nombreux rouages, et certains de ces rouages vont avoir un impact sur le niveau d'exigence sécurité. On va avoir tout d'abord la politique de sécurité, ou appelée PSSI, qui est en fait une- un reflet de la vision stratégique de l'entreprise avec une liste de mesures qu'on va mettre en place pour maintenir un certain niveau de sécurité. Mais on peut aussi avoir des enjeux réglementaires ou des enjeux juridiques qui vont un peu orienter les mesures qu'on va mettre en place. Euh, on va avoir aussi également des recommandations d'audit, à la fois internes, si jamais il y a de l'audit interne, ou ça peut arriver aussi d'avoir des recommandations d'audit externes. Si par exemple vous travaillez dans le milieu bancaire, euh, c'est possible que vous ayez des recommandations d'audit de la part de la Banque Centrale Européenne. On va avoir aussi des impacts venant de l'architecture, soit sur les aspects fonctionnels ou techniques. Et puis enfin, par les exigences clients. Euh, Certains clients vont peut-être nous imposer de mettre en place certaines mesures de sécurité pour faire du business avec vous. Voilà, tout simplement. Et donc l'idée, c'est que pour tout nouveau projet et toute évolution, on va dire majeure de projet, on rentre dans un processus de traitement du risque, euh, donc ici en version simplifiée, mais qui commence par une identification des besoins et des impacts de sécurité. Donc, c'est généralement ce qu'on appelle le DICP ou le DICT selon votre organisation. Donc, disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve ou traçabilité. Pour ensuite avoir une étape où on va identifier des mesures de sécurité appliquées. Généralement, ces mesures, elles se basent sur la politique de sécurité. C'est aussi à ce moment qu'on va passer commande d'audit. Si par exemple on a besoin de faire un test d'intrusion, un audit de code, un audit organisationnel, de planifier des screens de vulnérabilité. Euh, la phase suivante, ça va être donc l'identification des risques résiduels, là où on va faire l'écart entre le besoin que le métier a exprimé et ce qui a été mis en place, pour au final lui présenter un- des risques résiduels, un plan d'action de remédiation, et enfin avoir son acceptation. Tout ça, enfin, l'acceptation du risque résiduel par le métier, c'est ce qui va conditionner la mise en production. Donc, le processus d'ISP, donc l'intégration de la sécurité dans les projets, il répond à une nécessité, c'est celle d'embarquer au plus tôt la sécurité dans la réalisation des projets, ce qu'on appelle le security by design. Et l'objectif, c'est de faire que cet accompagnement sécurité devienne une démarche systématique qui va respecter les différents principes, les points de contrôle de l'organisation. C'est un accompagnement qui va être en amélioration continue, puisque il y a une évolution permanente, que ce soit des systèmes, des environnements, des risques qui leur sont associés, mais aussi parce qu'on a des retours d'expérience des experts sécurité qui mènent cet accompagnement et qui permettent de l'améliorer. Et puis, le,
le processus d'ISP en lui-même est à la base très compatible avec une méthodologie de cycle en V, mais tout à fait adaptable avec un des projets qui sont maintenant lancés en mode agile. Ce qui va changer, c'est peut-être le niveau de granularité de différentes étapes ou tout simplement de l'analyse de risque. Ça peut changer selon le type de méthodologie utilisée. Tout ça parce que avec l'ISP, ce qu'on va vouloir, c'est encadrer, c'est-à-dire euh, adapter l'accompagnement des projets en fonction de leurs besoins. Donc ça peut être en fonction des priorités, que ce soit le métier, mais aussi les stratégies. Enfin, voilà, il y a des priorités au sein de l'organisation qu'il faut respecter, et donc il y a des projets qui ont passé en priorité. En fonction de la charge de chacun, que ce soit l'équipe sécurité, mais aussi des architectes, des équipes projet, et aussi de la sensibilité. Si on a un projet qui est vraiment, on va dire, critique pour l'organisation, bah, forcément, on va le regarder en priorité. Euh, on va aussi se baser sur l'évaluation des impacts euh, pour les impacts sécurité, pour établir un niveau d'analyse de risque, pour savoir si on va faire une analyse de risque plutôt simplifiée, ou alors partir sur quelque chose de très approfondi, pour ne pas gâcher de ressources si on est sur un petit projet, par exemple. On va aussi chercher à clarifier, c'est-à-dire on va adopter un modèle à base de signalisation, de règles de mise en production, qui sont comprises et acceptées par tous, afin que tout ça soit bien clair pour les différents interlocuteurs du projet. Euh, Ce qu'on peut faire, c'est désigner des responsables, par exemple, et puis déterminer un circuit de validation. Il est important aussi d'alerter dans l'intégration de ces projets, euh, d'avoir la possibilité aux différentes étapes du projet de remonter les risques critiques. Euh, Généralement, là-dessus, on va se baser sur la méthodologie de projet qui est en place, mais si à chaque fin de cycle, à la fin de la phase d'étude ou de conception, durant l'analyse de sécurité, on découvre des risques critiques, il faut surtout les remonter le plus rapidement possible pour, euh, pour avoir une réévaluation soit du périmètre ou des exigences. Ce qui peut aider sur cet aspect-là, c'est d'avoir une culture d'entreprise réactive grâce à de la sensibilisation pour, euh, pour avoir quelque chose voilà, de réactif et d'efficace. Puis on va aussi avoir la volonté de maîtriser, et ça va être surtout par du suivi, aussi bien par les suivis des plans d'action de remédiation que, par exemple, en rédigeant des procès-verbaux de recettes de sécurité, en, en mettant en place un système d'acceptation formelle des risques résiduels. Donc on va venir un peu maintenant parler de la démarche et du besoin qu'elle a d'être adaptable. Euh, La première phase de la démarche d'ISP, ça va être d'analyser les enjeux et les besoins de sécurité. Donc, on a un métier qui va nous exprimer un besoin métier, donc qui va exprimer un besoin d'un nouveau projet, qui va le présenter à une équipe de projet, qui, elle, va la transmettre dans l'idéal, l'équipe sécurité, si ça a été bien mis en place systématiquement. Et après une évaluation du budget, on va commencer par faire un premier état des lieux, euh, pour déterminer s'il y a déjà des mesures qui ont été mises en place, si on a des choses qui sont déjà prévues. Si par exemple on est sur une évolution de projet, on a certainement déjà pas mal de mesures qui sont mises en place, donc il faut le savoir. Euh, et très important sur cette étape, ça va être la rencontre avec le métier pour collecter en tout cas ses besoins et les différents impacts. Donc, on va s'entretenir avec lui pour avoir ses besoins en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité, de preuves. Euh, on va pouvoir connaître les enjeux autour du projet. Et puis surtout, c'est lui qui va valider donc ce qu'on va appeler le DICP exprimé, c'est-à-dire ses attentes par rapport au projet en termes de sécurité. Euh, À ce niveau-là, c'est aussi important de communiquer avec les équipes de continuité d'activité ou de data protection pour recadrer aussi leurs besoins et faire en sorte que tout soit cohérent.
Si jamais on a de l'externalisation, euh, dans cette phase, l'expert sécurité va peut-être être amené à participer aux appels d'offres. Donc, c'est-à-dire, ça peut se présenter sous la forme ce qu'on va appeler un questionnaire de maturité. On va peut-être pas forcément le dire aux soumissionnaires, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, ça va être des questions qu'on va lui envoyer pour déterminer euh, quel est son niveau actuel de sécurité, s'il est conforme à nos attentes. On peut également participer aux soutenances pour interagir avec le RSSI, les équipes. La deuxième phase, ça va être la phase d'analyse de risque avec surtout les mesures et les audits. Donc on va préparer toute une liste de recommandations de mesures de sécurité qu'on va envoyer à l'équipe projet et qui vont nous répondre pour nous dire toutes ces mesures-là, c'est OK pour nous, ça va être mis en place. Celle-ci, ça va nous demander 2 mois pour l'implémenter, donc pas tout de suite, mais c'est en cours, ou alors partiellement. Et puis cette mesure-là, par contre, c'est pas du tout possible parce que ça coûte beaucoup trop cher, ou alors parce que techniquement, c'est pas faisable, ou il faut l'adapter. Euh, C'est avec en parallèle ce que je disais tout à l'heure, donc on va passer les commandes d'audit à ce niveau-là. Donc si on a recommandé soit un test d'intrusion, un audit de code, ou simplement de lancer des scans de vulnérabilité à fréquence régulière, c'est dès ce moment-là qu'il faut les demander. Donc on peut accompagner le chef de projet là-dessus, si jamais on n'a pas d'équipe d'audit dédiée. Euh, ce- Cette prise en compte des mesures de sécurité par le chef de projet elle est importante parce qu'elle permet de faire une première qualification des risques intrinsèques. C'est-à-dire on va directement voir, en se basant sur ces réponses, s'il y a des risques bloquants qui ressortent. Euh, Si on a une mesure très importante, si on- on traite de données importantes mais qu'on n'a pas de chiffrement, bah, ça peut être un risque bloquant, donc on va le remonter directement au prochain comité projet. Et puis si jamais on est sur un projet qui est en externalisation, du SaaS par exemple, euh, donc c'est durant cette phase qu'on va analyser les réponses des soumissionnaires pour faire peut-être un classement entre eux et puis donner notre avis au métier pour l'aider dans son choix. Puis on va aussi vérifier si dans les contrats, les clauses sécurité de l'organisation sont bien présentes, si ça correspond à nos attentes. Et pour avoir un engagement de la part du fournisseur sur la mise en place des mesures, on peut également négocier ce qu'on appelle un PAS, donc un plan d'assurance sécurité. Ça nous permet d'avoir vraiment une garantie. Alors, soit ça peut être un plan d'assurance sécurité d'information, on va lui dire, bah, voilà ce qui est chez nous, merci d'en tenir compte. Ou alors vraiment, on va lui demander de s'engager sur la mise en place des mesures et ça va conditionner le travail ensemble. Troisième phase, ça va être tout ce qui est recette de sécurité et risque résiduel. Euh, donc, on va recevoir les résultats des audits d'intrusion, de code. Donc, il y a probablement des vulnérabilités majeures, importantes ou d'autres qui vont ressortir. Et puis, il va falloir donc mettre en place un plan de remédiation pour ces vulnérabilités euh, qui va compléter éventuellement le plan déjà de remédiation qu'on a en place avec les mesures qui étaient manquantes précédemment. Cette étape, ça va permettre donc de faire ressortir des risques résiduels et puis de faire ressortir un DICP servi. Tout à l'heure, on avait le DICP exprimé, donc les attentes du métier. Et avec la vision qu'on a maintenant de ce qui est mis en place sur le projet, on va pouvoir lui dire, bah, actuellement, voici le DICP qui est servi, euh, voici le plan de remédiation pour améliorer le DICP, et puis voici les risques résiduels. La phase 4, ça va être donc la prise en compte des avis de sécurité. C'est à ce niveau-là on va voir si c'est possible de passer en production. Donc, euh, les, les- les vulnérabilités sont en cours de correction, les mesures sont en cours de mise en place. Euh, on va, on va comment dire, mettre en place un suivi assez, assez serré de ce plan de remédiation, selon les délais avant la mise en production. Euh, donc,
L'importance de la méthodologie d'intégration de sécurité dans les projets, c'est qu'elle reste adaptable. Euh, Tout d'abord, quand on la met en place, il faut qu'elle soit adaptée à l'organisation, sa méthodologie de projet, à sa comitologie aussi. Euh, et puis que le niveau d'exigence des livrables soit en concordance avec les différents profils de l'organisation. On n'a pas toujours besoin d'avoir des- des exigences très fortes selon les profils. Il faut que ça soit fait sur mesure en tout cas. On va aussi prendre en compte, c'est aussi très important de prendre en compte les différentes contraintes de projet. Donc que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, les priorités, que ce soit métier ou des acteurs du projet, mais aussi si on a des enjeux de réglementation, euh, de la charge, de sensibilité. Et puis, en se basant sur l'évaluation des impacts métiers, on va déterminer quel niveau d'analyse de risque on va faire. L'idée, c'est vraiment de rester pragmatique et que ce soit compréhensible par tous. Si on est sur un tout petit projet et qu'on part sur une analyse de risque très pointue, il y a de fortes chances que les intervenants ne comprennent pas. Donc, sur la partie de mise en œuvre, on va maintenant voir un peu tout ce qui est jalon, livrable, euh, parler de bonnes pratiques et puis voir quelques points de vigilance. Régis, je te laisse maintenant. Comme l'expliquait Thomas, la démarche de l'ISP, dans les 4 phases qui ont été expliquées précédemment, comporte de nombreuses activités. L'ISP, que ce soit pour des projets en cycle en V ou en mode agile, se doit elle-même et définir des livrables qui vont se construire progressivement dans le temps. Lorsqu'on parle d'une pré-analyse, définir un avis sécurité minimale, par exemple, pour avancer sur une évaluation de DICP plus ou moins complète, en impliquant le métier, la DSI, éventuellement des juridiques si besoin, pour construire un catalogue de mesures de sécurité qui va s'étoffer dans le temps. L'ISP se veut progressive, adaptative, pardon, et doit elle-même se construire dans le temps en définissant des mesures de sécurité en fonction des besoins de sécurité, et cette démarche doit se faire dans le temps. Les livrables et les jalons qu'on a précisés dans cette slide sont des exemples à construire par les équipes de l'ISP et par l'ensemble de l'organisation avec validation du RSSI. On pourra revenir plus précisément sur des exemples et sur un outillage de l'ISP si vous souhaitez aborder ce point par la suite. Donc, dans certaines bonnes pratiques qu'il est important de mettre en place, tout d'abord, c'est d'avoir une classification des données. Généralement, la classification classique qu'on va retrouver, c'est en quatre niveaux, un niveau public, un niveau interne, un niveau confidentiel, un niveau secret. Mais il est important de savoir dans quelle catégorie se trouvent les données de l'organisation et donc des différents projets pour permettre au métier de savoir exprimer son besoin et ses attentes lors de l'entretien avec lui pour avoir un DICP exprimé. Et puis aussi déterminer tout ce qui est échelle de gravité, les impacts, euh, savoir est-ce que 1 million de pertes, c'est un impact important, est-ce que c'est grave pour l'organisation ou alors est-ce que c'est une broutille. Voilà, il y a beaucoup de choses à déterminer dès le début de la mise en place de l'ISP pour qu'il y ait une cohérence entre les différents projets et que ce soit bien réparti. Pour pas se retrouver uniquement avec des projets qui sont tous critiques. Si c'est le cas, c'est on n'a pas bien déterminé les échelles. Déterminer des RACI, donc ici c'est juste un exemple, hein, c'est pas forcément le bon, mais l'idée c'est de savoir qui est responsable à quel moment des différents livrables, donc qui est en charge de faire de mener l'entretien de collecte des besoins, qui va le valider, qui est consulté. Et ça c'est en lien avec donc, la mise en place d'un circuit ce qu'on appelle un workflow des échanges. Donc ici, c'est juste un petit exemple de, de comment on pourrait faire, mais de déterminer entre les différents acteurs qui vont intervenir lors de la démarche sécurité, euh, où on se trouve, qui fait quoi à quel moment, qui donne une validation. Voilà, le RACI et le workflow sont assez liés sur cet aspect-là. Ce qu'on peut mettre en place pour clarifier et statuer sur les risques, c'est un système de feu tricolore. Ici encore, c'est un exemple. C'est-à-dire que
au moment de la présentation des risques résiduels. Si jamais pour nous la sécurité c'est bon, on va donner un feu vert. Si pour le métier c'est bon, il y a un feu vert, donc il y a une acceptation du risque résiduel. Dans ce cas-là, on peut donner un go et il y a un passage en production. Si par contre on a on va dire un feu orange, donc ce qu'on va appeler une réserve, euh, cette réserve va poser une nouvelle condition pour le passage en production. Ça va être de mettre en place les mesures correctives pour atteindre un niveau de risque qui devient acceptable pour le métier ou pour les acteurs sécurité. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais à un moment l'un des participants remonte un feu rouge, donc un point bloquant, euh, alors dans ce cas-là, ça serait vraiment un no-go et il faudrait donc arrêter le projet. Seulement, on n'arrête pas un projet. Donc, l'idée, ça va être de revoir le périmètre et les exigences pour peut-être atteindre un niveau où on aura un plan d'organisation ou en tout cas que le risque soit acceptable. Et puis, si jamais vous mettez en place l'ISP pour obtenir une certification, par exemple la 27001, ou alors si vous êtes mise en conformité par rapport à la Banque Centrale Européenne pour le cas de la banque, ou par un autre régulateur, hein, il y a beaucoup d'options différentes. Il est très important de mettre en place des indicateurs, soit sur les risques récurrents et les plus présents sur le système d'information, mais aussi l'état d'avancement de la mise en conformité de vos applications les plus critiques par rapport aux mesures qui vous sont imposées. Tout ça, et puis peut-être des indicateurs de performance, de qualité. Ça peut aussi vous être utile si vous décidez de faire des comités de sécurité réguliers pour représenter vos périmètres applicatifs, vos périmètres projets, aux différentes directions métiers. Régis, je te laisse la main. Les points de vigilance qui ne doivent surtout pas être des écueils pour un projet au niveau de l'organisation. Donc la démarche qui doit être acceptée par l'ensemble de l'organisation suppose de définir une offre de service autour de l'ISP pour pouvoir s'intégrer normalement de manière continue dans les projets. Ce qui veut dire être compréhensible par l'ensemble des acteurs, savoir s'adresser à une maîtrise d'ouvrage, à une maîtrise d'œuvre, à une production, à des décideurs qui ne font pas partie du projet, mais qui interviennent au niveau de la comitologie et de la décision en pilotage. Donc elle doit être acceptée et comprise par toute l'organisation, ce qui veut dire au début, cette offre de l'ISP, définir les livrables et l'objectif de la démarche de l'ISP. Donc le pragmatisme et l'adaptation, les phases qu'on vous a écrites précédemment, sont coûteuses et nécessitent, par exemple, de nombreux ateliers, des phases de validation, de relecture, et doivent s'adapter à un projet et non pas imposer des contraintes au projet. Anticiper, cadrer, chiffrer les coûts associés à la sécurité, c'est ce que j'entendais par l'offre de service de l'ISP. Aujourd'hui, on estime que la sécurité dans un projet représente entre 5 et 7% du budget global d'un projet. Et cette démarche doit être anticipée, budgétée pour l'année N+1, cadrée avec les forums, définir les attendus de chacun, et bien évidemment partagée dans cette démarche pragmatique et adaptable. Je fais simplement une précision sur ce que disait Régis sur la compréhension et l'acceptation par tous. C'est important pour ne pas se retrouver avec des projets qui sont menés en ce qu'on appelle en shadow IT, c'est-à-dire des projets dont la sécurité n'a pas connaissance et qui peuvent partir en production sans avoir été mis en conformité. D'où cette offre d'ISP qui doit être intégrée à l'ensemble des projets. C'est ça. Donc une petite conclusion et puis ensuite on pourra passer à vos questions si vous en avez. Donc euh, l'idée c'est vraiment que l'intégration de la sécurité du projet doit être au service des projets de par son adaptabilité, on l'a vu. Donc euh, une méthodologie qui est construite sur mesure par rapport à l'organisation, à la méthodologie de projet, à la comitologie, pour que tout soit bien, que ça arrive bien en même temps, qu'il n'y ait pas de points de blocage, des points d'attente. Euh, on s'adapte au projet sur les aspects priorité, sensibilité, charge, réglementation, et puis déterminer le niveau de granularité de l'analyse de risque en fonction de chaque projet, et pas faire le même pour chaque projet. Euh, Surtout rester clair et fluide.
Donc ça, on a vu que c'était par la mise en place de circuits de validation, de méthodes de signalisation, de, de, de mise en place de règles de passage en production, par exemple. Comme le précisait Régis juste avant sur le point de vigilance, il faut que la- on ait en place une amélioration continue, donc que ce processus ISP il reste en constante évolution, qu'il progresse, mais qui reste aussi agile euh, pour toujours s'améliorer et prendre en compte de plus en plus de risques qui émergent. Euh, qui est donc bien sûr l'aspect de maîtrise avec le suivi des plans d'action, des processus, des instances de validation officielles avec une acceptation formelle des risques résiduels, par exemple, pour avoir vraiment une signature métier sur sa compréhension des risques qui nous étaient présentés. Et puis finalement, il y a aussi un aspect conformité, puisque dans le cadre de la norme ISO 27001, donc dans l'annexe A, il y a une mesure qui est de mettre en place l'ISP dans son organisation. Donc il y a aussi un aspect conformité avec la mise en place de l'ISP.